Dans cette quatrième vidéo, nous allons examiner une différence fondamentale entre la machine et l'être vivant. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur les travaux d'un informaticien aujourd'hui un peu oublié, qui s'appelle Joseph Weizenbaum. Né en 1923 à Berlin, mort en 2008 également à Berlin, Joseph Weizenbaum publie en 1976 un ouvrage intitulé, en français, « Puissance de l'ordinateur et raison de l'homme, du jugement au calcul ». Ce livre peut sembler daté pour nous qui vivons en plein XXIe siècle, mais ses réflexions restent étonnamment actuelles. D'ailleurs, le philosophe canadien Daniel Crevier a rencontré Weizenbaum visiblement en 90-91 pour mieux comprendre ses thèses. Il les a résumées dans son propre ouvrage, qui s'intitule « À la recherche de l'intelligence artificielle » et qui a été publié en 1993. Je voudrais donc vous lire ici quelques extraits que nous allons à la fois commenter et méditer ensemble. Weizenbaum commence par rappeler, selon lui, les différences entre l'intelligence humaine et celle des machines. Il écrit ceci. « Ma seule restriction, et je ne comprends pas pourquoi on refuse de l'admettre, c'est que l'intelligence que l'on développera dans la machine sera toujours étrangère à l'intelligence humaine. Voyez combien l'intelligence du dauphin diffère de celle de l'être humain. Celle d'un ordinateur sera encore plus différente. » Autrement dit, Weizenbaum ne dit pas ici que la machine est dépourvue d'intelligence, ni que seule l'intelligence humaine est légitime. Il affirme que chaque type d'intelligence est spécifique. L'intelligence de la machine n'est pas celle du dauphin n'est pas celle de l'humain. Mais il faut néanmoins comprendre pourquoi il défend cette idée. Et voici un passage central et décisif, selon moi, qui explique finalement pourquoi l'homme n'est pas une machine. Voici ce que dit Joseph Weizenbaum. De la réunion problématique de la mère et de l'enfant, problématique parce qu'elle rappelle inévitablement le traumatisme de la séparation, émergent les fondements de la connaissance qu'ont les humains de ce que signifie donner et recevoir, avoir confiance et se défier de quelqu'un, être et avoir un ami, ressentir ce que sont l'espoir et le fatalisme. Weizenbaum nous rappelle ici que la pensée humaine est enracinée dans des expériences relationnelles profondes, marquées par l'attachement, la perte, la confiance, l'espoir. Autant d'éléments qui ne relèvent pas du simple calcul et qui sont liés à notre condition corporelle, affective et vivante. Que veut dire exactement Weizenbaum? Selon lui, tout se joue autour des deux idées fondamentales. La première, son texte nous montre que l'être humain possède une condition inscrite dans son corps et dans le temps. L'auteur fait référence ici par exemple à la néothénie. Autrement dit, à la naissance, l'enfant demeure longtemps dépendant. Il ne marche pas, il ne se nourrit pas seul. Cette dépendance imprime dans ses affects l'attachement, puis même le détachement, plus tard à l'égard des parents lors du sevrage. On découvre ici que fait partie de la condition humaine, ou plutôt que la condition humaine s'explique par des limitations biologiques. Par exemple, une femme ne peut pas avoir 50 enfants, et un enfant n'aura jamais des centaines de frères et sœurs. De même, il appartient à la condition de l'être humain, le vieillissement et la finitude. Nous vieillissons, nous mourrons, contrairement par exemple à la condition d'un autre être qui est la méduse Turritopsis dorni, qui elle peut rajeunir à un moment donné. De même que notre condition est différente de celle du homard américain, qui lui peut régénérer ses cellules
et donc rajeunir grâce à un enzyme qui s'appelle la télomérase. De même, si nous regardons la reproduction ovipare et les soins parentaux, nous découvrons que chez certains poissons et les céphalopodes, les œufs sont abandonnés et la reproduction n'implique le plus souvent aucune rencontre, aucun accouplement physique. Alors que chez l'être humain, les parents doivent se rencontrer physiquement, s'accoupler et sont censés rester pour aider l'enfant à se développer. De même, nous avons aussi une condition, nous sommes des êtres à sang chaud, des êtres homéothermes. Notre corps doit maintenir 37 degrés, ce qui consomme de l'énergie, raison pour laquelle nous devons manger régulièrement, alors qu'un requin, à sang froid, peut se rassasier presque pour un an après avoir mangé le gros cadavre d'une baleine ou d'un cachalot. En bref, l'être humain, c'est un animal, c'est un mammifère, et il est donc conditionné par son histoire corporelle et relationnelle. Dépendre, puisque nous sommes d'abord et avant tout enfants. Grandir, vieillir, tisser des liens. Nous avons donc une condition, et une condition différente de celle du céphalopode, des êtres ovipares, des céphalopodes, du homard américain. Et nous comprenons alors le point suivant, c'est que la machine, et c'est ce que veut dire Joseph Weizenbaum, elle n'a aucune condition. Elle ne naît pas, ne grandit pas, n'est pas un fils, ne peut pas être parent. De même, ses besoins, mise à jour logicielle, alimentation électrique, ne viennent pas d'elle, ils viennent de nous. Son éventuelle intelligence n'émerge donc d'aucune expérience affective ou corporelle. C'est pourquoi Joseph Weizenbaum soutient que l'intelligence artificielle, même très performante, restera étrangère à l'intelligence humaine. La première n'a pas de condition, et la seconde est façonnée, conditionnée de bout en bout. Ce qui engendre une deuxième différence fondamentale inscrite dans le texte que je vous ai lu. Le passage de Weizenbaum montre que l'être humain possède une condition qui le fait entrer avant tout langage dans des états affectifs et existentiels. Avant toute signification linguistique, l'enfant, du fait d'être petit, fait déjà l'expérience de la dépendance, de la peur, de l'attente, de la détresse, de la solitude. Il connaît la détresse d'être abandonné. Il apprend la confiance ou la méfiance, non pas en l'entendant, en apprenant les mots méfiance ou confiance, mais en la vivant avant tout langage. Ces sentiments ne viennent donc pas d'un apprentissage culturel, verbal, mais tout simplement de sa condition. Weizenbaum va jusqu'à dire que les fondements même de la connaissance émergent de cette relation problématique du nourrisson avec ses parents. Car c'est dans la relation de vulnérabilité que vont se forger les premières significations, les premiers affects, bien avant les mots. On ne connaît donc pas la peur et on ne la reconnaît pas parce qu'on apprend ce qu'est la peur, mais parce qu'on l'a éprouvée. De même pour la confiance ou l'espoir. Et ces sentiments ne sont pas des situations dont on pourrait un jour sortir. Ce sont des dimensions dans lesquelles nous sommes plongés toute notre vie. Toute notre existence sera confrontée à cette alternance. Faire confiance ou se méfier. Espérer ou désespérer. Chercher un lien ou fuir la solitude. C'est notre condition de mammifère, de vivant, de sujet dépendant, puis autonome mais vulnérable. La machine, elle, ne connaît rien de cela. Elle n'a jamais eu peur d'être seule. Elle n'a jamais attendu. Elle n'a jamais espéré. Elle n'a jamais été nourrie par quelqu'un. Elle n'a jamais vieilli, ni été jeune. Elle n'a jamais connu de parents, ni de frères ni de sœurs. Elle n'a jamais été un être fragile, sous le regard inquiet d'un adulte. Comment pourrait-elle donc comprendre
ce que nous avons ressenti avant même d'avoir les mots pour le dire. C'est là ce que veut dire Joseph Weizenbaum. Notre intelligence est formée pour répondre à des problèmes que seule notre condition fait naître. Même notre mémoire n'est pas une simple base de données. Elle ne se contente pas de stocker. Elle se souvient que celui qui a vécu ces souvenirs était autre, plus jeune et plus fragile et plus petit. Et notre mémoire, qui se rappelle qui nous avons été quand nous avons été petits, sait en même temps, au même moment, que nous avons grandi et que nous allons vieillir. Rien de cela ne peut être simulé par une machine. Voilà pourquoi Joseph Weizenbaum confie encore, de manière un peu romantique, ce beau passage. Parfois, du temps où mes enfants étaient encore très jeunes, ma femme et moi restions penchés à leur chevet tandis qu'ils dormaient, rejouant ainsi une scène aussi vieille que l'humanité elle-même. Comme Ionesco l'a confié dans son journal, tout n'est pas indicible par les mots, seule l'est la vérité de la vie. Être né de parents, pouvoir devenir parent, veiller sur un petit être fragile, sentir sa vulnérabilité, ressentir en silence une peur ou une tendresse plus forte que tous les mots. C'est cela qui fait partie de la condition humaine. Et c'est cela qui rend nos expériences inépuisables par le langage. La question n'est donc plus de savoir si la machine peut être aussi intelligente que l'homme, mais de comprendre que l'intelligence de la machine et l'intelligence humaine n'ont rien à voir. Et c'est ce que dit Joseph Weizenbaum sans détour. Nous ne sommes pas que des machines à traiter de l'information. Car les situations qui forment notre être, celles qui nous traversent, celles que nous pouvons fuir, sont précisément inconnues de la machine. On comprend mieux alors cette remarque d'un autre philosophe contemporain qui s'appelle Peter Hacker. Né à Londres en 1939, il est l'auteur de nombreux ouvrages qui malheureusement n'ont pas été traduits en français, à l'exception d'un petit livre sur le philosophe Wittgenstein et de son dernier ouvrage, publié en 2019 et traduit en 2021, sous le titre « Dialogue sur la pensée, l'esprit, le corps et la conscience ». Ce livre résume les principales thèses développées par l'auteur tout au long de sa carrière. Or, dans le 4e dialogue, un personnage, Frank, affirme que la différence entre l'homme et la machine est une petite différence. Tous deux ont des composants, des fonctions, simplement organiques d'un côté, technologiques de l'autre. Mais son interlocuteur, Paul, répond que cette différence n'a rien de secondaire ou de marginal. Au contraire, elle est le signe d'une différence capitale. Voici le passage en question que je vais vous lire, qui fait écho d'ailleurs à plusieurs idées que nous avions développées et explorées dans d'autres vidéos. Voici le texte de Peter Hacker que je vous lis. Et c'est son personnage Paul qui répond à Frank. Ces auteurs de science-fiction ne pensent pas aux implications de ce qu'ils disent. Les androïdes sont censés être tout comme nous, sauf qu'ils sont faits d'acier, de plastique et de puces de silicium. Mais ces deux spécifications sont-elles vraiment compatibles? Ces êtres sont des machines, pas des animaux. Ils ne grandissent pas. Ils ne grandissent donc pas et ne passent pas par les différentes phases de la vie. Ils ne connaissent ni l'enfance, ni la jeunesse, ni la maturité, ni la vieillesse. Ils ne mangent ni ne boivent et ne peuvent en conséquence prendre aucun plaisir dans la nourriture ou la boisson, ni donc à un dîner convivial entre amis. Ils ne salivent pas, ne digèrent pas, n'urinent pas et d'éliminent pas de déchets. Ils n'inspirent ni n'expirent, ne sont jamais essoufflés et ne peuvent avoir le souffle coupé par l'excitation ou la surprise. Comme ils ne se reproduisent pas
Ils n'ont vraisemblablement pas d'attributs ni de désir sexuel, et donc pas de rapport sexuel. En quel sens pourraient-ils être des hommes ou des femmes? Dépourvus de parents, privés de l'amour et de l'affection de l'enfance, n'ayant pas de pouvoir ni de désir de procréation, sont-ils capables d'amour, de ressentir la moindre passion? Sont-ils des créatures sociales comme nous le sommes? Ils sont aussi semblables à nous que notre photographie sur papier nous est semblable. Vous le voyez, ce beau texte nous permet de retrouver les points suivants. Premièrement, les machines ne sont pas des animaux, mammifères, batraciens, reptiles. Elles n'ont donc aucune condition. Vieillir, se reproduire, grandir. Deuxièmement, elles n'ont pas de fluide. Saliver, uriner, déféquer, suer, vomir. Troisièmement, elles ne connaissent pas ce que nous avons réussi à apprendre sans le langage. La peur, la détresse, ce qu'est être malade, être épuisé, apeuré, essoufflé. Bref, à nouveau, la machine comme modèle est un appauvrissement de la compréhension de l'être vivant, de l'être humain, et même au final, de tous les êtres vivants.